Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien a toujours su user de toutes les violences pour réduire quiconque a osé menacer sa pérennité. Toutes les violences. Le flicage, le bannissement, l'emprisonnement, la torture, le viol, l'exécution sommaire, la calomnie, l'infamie, la déchéance, sous toutes ses formes. Il n'a reculé devant rien. Jamais. Après l'interruption du processus électoral en 1992, un de ses généraux les plus emblématiques, aujourd'hui disparu, avait presque publiquement déclaré qu'il était prêt, s'il le fallait, à tuer 3 millions d'Algériens, en réponse à ceux qui lui avaient rappelé que c'était là le chiffre approximatif de ceux qui avaient voté pour le fils. C'est dire. Le régime n'a pas hésité et il a vite mis ses actes en adéquation avec ses propos. En l'occurrence, quand il est question de ses intérêts, il n'est vraiment pas du genre mou, velléitaire, à parler en l'air. Et il a donc illico presto entrepris de montrer de quel bois il se chauffait, puisque non seulement il provoqua une effroyable guerre contre les civils, qui fit un grand nombre de victimes, mais il poussa le cynisme jusqu'à organiser lui-même une dynamique terroriste qu'il dota, qu'il finança, à la tête de laquelle il mit ses propres émirs, une dynamique des illuminés qu'il arrosa généreusement de fatwas de mort, qui faisait rédiger par ses ulamas de service. C'est dire qu'il ne faillit pas à sa vocation et à ses penchants naturels de liquidation physique et de manipulation de la violence, de la propagande, sur un fond au demeurant très improvisé de propagande, de basse propagande, sauf qu'il eut l'embarras du choix pour ce qui est des innombrables nervis qui se mirent tout naturellement sous ses ordres pour exécuter avec zèle toutes ces basses œuvres. Or, que nous le voulions ou non, force est de constater que ce régime, même s'il reste le même, a profondément changé. Du moins en apparence, du moins dans les moyens dont il use habituellement. Là, en ce moment, alors qu'il est menacé dans ce qu'il a de plus vital, de plus central, de plus névralgique, c'est-à-dire la succession dans sans doute précipitée de celui qui représente la façade visible du pouvoir, une succession contestée par des milieux qui sont sortis de son sein, du sein du régime, ou plutôt qui en ont été évincés, il recourt, ce régime, à toutes sortes de méthodes, sauf celle de la violence physique. La pression, le limogeage, voire même l'épuration, l'emprisonnement de généraux pour l'exemple, la dénonciation calomnieuse, voire aussi la dénonciation fondée des fuites organisées sur les uns et sur les autres, de certains barons et autres relais qu'il a lui-même corrompus pour mieux les tenir. Mais de liquidation physique, point. On ne sait pas encore si ça va venir, s'il finira par tomber du côté où il penche, naturellement, qui sait. Mais pour le moment, il ne réagit que par des moyens, somme toute, j'allais dire, excusez-moi, civilisés. Même s'ils ne sont ni vraiment légaux, ni surtout pas honnêtes. Mais ils ne sont pas violents. De cette violence qu'il a toujours distinguée. Quand il lui fallait donner une leçon au peuple qui avait tenté de le contester, ce régime n'avait pas hésité à faire couler des fleuves de sang. Maintenant que ce sont les siens propres qui le contestent, et qui tentent de renverser ces équilibres, c'est-à-dire ces équilibres sur lesquels repose tout le régime. C'est à la guerre des mots qu'il recourt, au pire, à celle de l'usage des lois sur mesure et à la commande. Un régime algérien à visage humain, presque respectueux de la vie humaine, qui use
de pincettes pour manipuler le mot, qui use de recettes savantes pour fouiller dans les plis de la loi. Et voici, et voilà. Voici donc que le régime algérien ne tue plus ses opposants. Voici que les uns et les autres qui le composent et qui ne sont plus d'accord entre eux se livrent à une guerre à coups de grains de riz. Il est révolu le temps des soudards ventrus qui ne savaient que la seule solution du haché menu, du blindé et de la pince à cisailler. Autre temps, autre mœurs. Voici venu le temps du tirage artistique de tapis, jbid zarbiya, l'air de rien, en faisant des sourires de pub à dentifrice. On se croirait presque au milieu des hommes, au milieu d'une société policée, pétrie de principes qui respectent les règles, ses propres règles, voire même l'étiquette, où il est de bon ton de tenir le poignard qu'on s'apprête à planter dans le dos du comparse d'hier entre le pouce et l'index. Tiens, 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 chien. Ah, comme ils sont civilisés, raffinés, côte-le maniérés quand ils sont entre eux. Comme ils se ménagent, ils ne se dévorent décidément pas entre eux. Quand la menace était venue des Algériens d'en bas, ils ont lâché toute leur horde de fauves. Mais entre eux, c'est à peine s'ils ne se font pas des révérences avant de se souffleter avec des foulards de soie. Peut-être qu'il faut rappeler qu'on ne se trucide pas entre parents. Peut-être qu'il faut rappeler qu'ils sont une unique et seule famille, et grande famille, que depuis 50 ans, ils ne se marient qu'entre eux, que tous sont parents les uns des autres par alliance, qu'ils ont tous des liens de parenté, et, le cas échéant, au moins des liens d'argent, puisqu'ils ont tous tété à la même mamelle. Ils sont frères de lait, un lait rouge de sang. Aujourd'hui, El Watan. Nouveau cadre réglementaire pour l'audiovisuel, plus de 50 télés privées seront interdites. Par Faisal Mettaoui. Liberté. Jean-Michel Bellé à Liberté. La mécanique de la relation France-Algérie est loin d'être grippée. Algérie Focus. Évasion fiscale, la famille Sellel se montre imperturbable face aux révélations des Panama Papers. Par Abdou Semmar. Aujourd'hui avec nous, Saïd Aknin, militant pour la démocratie et les droits de l'homme, qui nous parlera depuis Paris. Karim Kabir, journaliste, qui nous parlera depuis Alger. Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS, qui nous parlera depuis Alger. Alors, comme d'habitude, par ordre alphabétique, je reçois donc Saïd Aknin. Merci d'être avec nous, Saïd. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux téléspectateurs. Salam alaikum, Azul Filaoui. Alaikum salam. Alors, selon vous, cette guerre des clans, si tant est qu'elle existe vraiment, que nous ne nous leurrons pas, est-ce qu'elle a des répercussions sur la vie publique? Est-ce qu'elle a un quelconque, j'allais dire, est-ce qu'elle représente un quelconque risque pour la suite des événements? Vous savez, je vais essayer de rentrer dans la mécanique et devenir un consommateur un instant de tout ce qui nous est servi, même s'il est nauséabond et ça me donnerait éventuellement des envies de vomir. D'un côté, il y a ceux qui ont les mains tachetées de sang, de civils, de milliers de civils algériens. De l'autre côté, il y a ceux qui ont plein les poches de billets maculés de sang d'Algériens. Aujourd'hui, en surface, voici la lecture des antagonismes que l'on peut éventuellement déceler. Aujourd'hui aussi, nous assistons à un spectacle tragique, nauséabond. Aucune règle, aucune loi, aucune morale, aucun honneur, aucune dignité n'ont le droit de citer, de la part de celles y sont qui font du totem mère-terre une propriété privée
leur aise contre le peuple et la souveraineté nationale. Aujourd'hui, le pays vit une période folle. Les règlements de compte se font à même avec obscénité. Pour comprendre les ressorts primordiaux, d'abord de la personnalité de nos dirigeants, il faut faire appel aux psychanalystes des plus surdoués et en faire des cas d'école. Ce moment est une phase étrange durant laquelle les conventions politiques explosent, les traditions idéologiques disparaissent, les bonnes manières s'évanouissent. Tout le monde échappe à tout système gravitationnel et notamment à leur propre histoire. Sincèrement, par pudeur, je ne souhaite pas jouer au pronostiqueur des clans ou un spécialiste de clanologie, d'autant il est question de l'héritage du système, c'est-à-dire des centres informels de décision politique et de pouvoir et de ces circuits mafieux de redistribution de la rente. Il m'est même impossible de situer qui est proie et qui est chasseur, qui est victime et qui est bourreau. Alors, allons-nous céder aux intentions machiavéliques de ce spectacle et nous enfermer dans le binaire et la polarisation clivante, stérile? Mais Saïd Aknin, oui. Saïd Aknin, pour le moment, du moins, contrairement à ses habitudes, le régime n'a pas recouru à des méthodes violentes quand il est contesté de cette manière. Ça veut dire au cœur même de la suite des événements, ça veut dire la succession au président actuel qui n'est là que pour servir malheureusement de façade. Est-ce que vous pensez que ça pourrait dégénérer un jour, que nous pourrions en arriver à des liquidations physiques, à des problèmes de ce genre? En fait, dans mon exergue, j'essaie de mettre en lumière la frontière. Parce que jusque-là, il y a une frontière rouge, ce qui me fait dire ce qui avait fonctionné avant pour régler, pour réagencer les luttes claniques pourraient intervenir à tout moment. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a des frontières. Et ces frontières, elles sont claires. Si réellement il y a lutte clanique, ce dont j'ai peur, est-ce que réellement il n'y en ait pas? C'est ça en fait le fondamental. Et puis par la suite, nous en savons pertinemment que de par le passé, une petite analyse empirique nous ramènerait à justement nous repérer en termes d'histoire et nous dire qu'à un certain moment, effectivement, ça pourrait dégénérer. Comme certaines thèses qui disent qu'en 88, effectivement, c'était les conflits à l'intérieur du congrès de l'appareil phagocyté qui ont engendré la suite. Mais là, ayons-nous entendu ne serait-ce qu'une bribe de vérité sur les 200 000 morts et les 20 000 disparus? Mais justement, Saïd Aknin, quand vous dites que ça pourrait dégénérer, est-ce que ça pourrait dégénérer comme d'habitude? Ça veut dire par peuple interposé, en se servant des foules, ou directement, est-ce qu'ils pourraient en arriver à se liquider les uns les autres eux-mêmes? Ils peuvent y aller jusque-là, mais cette fois-ci, notre souhait, est-ce que les crocodiles se mangent entre eux? Notre souhait, c'est d'avoir la vérité sur l'assassinat de Mekbel, de Yetfa, de Jaoud, de Matoub, de Hachani. Notre souhait, justement, est-ce que ce conflit, le jour où il va, si réellement il existe, quand il va arriver à un point nodal, parce que ces gens-là, et parmi eux, il y a même celui qui a assassiné sa propre femme. Je reviens à vous dans un petit moment, Saïd Aknin. Je reçois donc Karim Kabir, merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Merci Karim. Alors, je vais aller directement à une question centrale qui montre un peu qu'il y a de l'eau dans le gaz. CNeL a annoncé qu'ils allaient bientôt fermer une cinquantaine, pas moins, de chaînes de télévision privées, de statut étranger, qui exercent le plus normalement du monde en Algérie. Et on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas, puisque de toutes les façons, ces chaînes, aucune ne bougeait vraiment, pratiquait d'elle-même une vraie autocensure. Elle savait que si jamais elle dépassait d'un cheveu la ligne rouge non dite,
elles sont aussitôt fermées, comme ce fut le cas d'Atlas TV, d'Al Watan. Et quand Al Watan et Atlas TV, par exemple, entre autres, ont été fermées, quand elles ont été devant le juge leur a dit « Non mais pardon, vous vous posez plainte, pourquoi? Vous demandez justice, pourquoi? Vous n'existez pas. Vous n'avez aucune existence légale. » Donc, et là, on ne comprend pas pourquoi ce régime veut fermer ces chaînes, qui pourtant ne lui ont jamais porté ombrage. Est-ce que ce ne serait pas à cause de l'affaire Al-Khabar? Est-ce que ce ne serait pas à cause du fait qu'il ne peut plus contrôler et qu'il a peur que d'autres forces puissent contrôler certaines chaînes à son insu et qu'il ne pourrait pas s'y opposer? Oui, absolument. Absolument, je suis de votre avis. Donc, comme tout le monde le sait, même le lancement un peu des chaînes, enfin, ils ont toléré certaines chaînes dans la foulée de ce qu'on appelait le printemps arabe, donc en 2011. Après 2011, donc c'était un peu pour contrecarrer un peu la propagande de la redoutable chaîne médiatique Al Jazeera. Donc ils ont un peu ouvert le champ audiovisuel. Mais c'était une ouverture contrôlée, mais une ouverture aussi, si je peux m'exprimer ainsi, dans une forme de marécage de non-droit. C'est-à-dire on a laissé foisonner des chaînes à torer à travers. Et seulement, comme vous l'avez si bien dit, Jamel, ils avaient un contrôle d'une certaine façon, donc ils ne toléraient pas à ce que ces chaînes dépassent certaines lignes rouges. Et on a vu comment certaines chaînes ont été fermées de façon brutale. Je pense notamment à la chaîne Atlas, c'est ça? Comment elle s'appelle déjà? Atlas. Oui, Atlas TV. Voilà, Atlas, et puis on a vu récemment aussi Al Watan TV. Donc en fait, déjà dans la façon de présenter les programmes ou d'animer un peu les émissions politiques et tout ça, déjà il a un œil assez vigilant, je parle du pouvoir. Et de là, aujourd'hui, avec la situation politique opaque aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'il y a une guerre féroce pour la succession, donc ils ne peuvent pas absolument tolérer à ce que des chaînes de télévision soient entre les mains de personnes qui peuvent un peu aller à l'encontre du plan probablement qui est déjà préétabli pour la succession. Et donc, ce qu'a annoncé Silel, de mon point de vue, ça vise essentiellement la chaîne KBC et pas d'autres, parce que je ne pense pas que des chaînes comme Samira ou des chaînes comme certaines chaînes qui s'occupent de la cuisine, ils vont embêter ce régime. Donc, cette annonce, d'ailleurs, intervient dans le contexte là du report à chaque fois de l'affaire d'Al-Khabar. Mais justement, Karim Kabir, on dit que le juge qui a été désigné pour juger l'affaire a été dessaisi ou s'est dessaisi de lui-même, s'est autodessaisi pour raison de santé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, écoutez, on ne peut pas l'affirmer, en tout cas, il faut quand même avoir des preuves, mais tout le monde, du moins certains avocats en tout cas, soupçonnent que c'est ce qu'on appelle une maladie diplomatique. En fait, c'est un peu parce que le juge peut-être, il ne veut pas cautionner une démarche dans laquelle il sait pertinemment que le pouvoir est dans le faux, parce que tout le monde, en tout cas tous les juristes, tous les avocats ont démontré par A plus B c'est-à-dire la plainte déposée par le ministre de la Communication et c'est inscrit c'est empêtré dans une situation parce qu'ils n'ont pas d'argument à faire valoir. Mais ça voudrait dire si ce juge a été vraiment écarté parce qu'il a refusé de marcher dans une combine, d'obéir à des injonctions, ça voudrait dire que ce genre de magistrat existe encore dans la justice algérienne? Écoutez, Jamal, on ne sait pas pour le moment est-ce qu'elle a été décisive ou c'est lui-même qui s'est... Parce qu'il faut dire aussi que nous avons certains juges quand même qui sont honnêtes. C'est pas tout le monde qui est pourri. Donc on est à un stade où on ne peut pas affirmer est-ce qu'on l'a forcé à être décisif du dossier ou alors c'est lui-même, c'est par acquis de conscience. C'est parce qu'il ne peut pas, il sait pertinemment que c'est une affaire
qui n'a ni queue ni tête, donc il peut pas poursuivre sa démarche. Il a invoqué cette question de maladie. Ou bien, quand vous le dites, c'est possible aussi qu'on lui a fait de la pression pour la décision, pour permettre à quelqu'un d'autre qui va, comme toujours, violer la loi et répondre un peu aux désirata du pouvoir. Et le journaliste que vous êtes n'a pas pensé à aller demander au juge ce qu'il en est? Pour le moment, non, parce que c'est-à-dire je ne travaille pas sur le dossier, donc c'est des collègues qui travaillent sur le dossier, mais probablement qu'on essaiera de le faire dans les jours qui suivront. Alors, Karim Kabir, quand le régime montre une telle peur, panique à l'idée que parmi ces 50 ou 60 chaînes, on ne sait plus, qui pullulent en Algérie, il pourrait y en avoir certaines qui pourraient être racheté par certaines forces. Ça veut dire qu'il reconnaît déjà qu'il y a des forces en son sein qui ne contrôlent plus et qui lui sont hostiles. Est-ce que vous confirmez? Bien sûr, vous pensez que le régime ne sait pas qu'il est haï par l'écrasante majorité de la population, qu'il est illégitime, en fait il s'impose par la force à la population, tout le monde le sait, lui-même je suppose qu'il le reconnaît, même s'il essaye un peu de faire abstraction en tout cas des critiques et des injonctions même de l'extérieur. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la guerre de succession qui s'annonce, et bien forcément ils ont peur à ce qu'il y ait des chaînes de télévision capables un peu de faire l'opinion par la qualité des émissions, par le discours de vérité qui va trancher avec les discours de propagande qu'on a connus jusque-là dans les télévisions qui sont acquises aux thèses du pouvoir. Restez avec nous, Karim Kabir. J'accueille à présent Saïd Khlil. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Saïd Khlil. Ahlan bik, Saïd Khlil. Alaykoum salam. Alors, est-ce que Karim Kabir venait de nous dire maintenant qu'il ne faisait plus aucun doute pour lui qu'il y a une vraie guerre de succession au sein du régime. Jusque-là, ce régime nous a toujours habitués à une sorte d'homogénéité. Il a toujours été homogène. Il y a bien des conflits d'individualité, d'ego, pour des espaces. Mais là, en l'occurrence, une telle guerre ouverte, déclarée, où des forces s'affirment, où elles s'affichent sur la scène publique, où elles parlent même de prise de pouvoir par le biais du média, par le biais de la finance. Quel est votre avis sur la question? Si Jamal, vous pouvez me répéter la question, je n'ai pas bien entendu. C'est-à-dire, pour vous, est-ce qu'il y a vraiment une guerre de clans pour la suite des événements, pour la succession à la présidence? Écoutez, c'est Jamal. Nous, on va travailler, si vous voulez, avec les données qui nous sont accessibles. Ensuite, c'est un problème si vous voulez, de spéculation, de déduction. Vous savez bien qu'on est face à un régime des plus opaques. Et, ce qui se passe tout à fait au cœur du pouvoir, c'est-à-dire à la présidence et tout autour, là, personne ne le sait réellement. Hein. Si vous voulez, de temps en temps, il y a comme ça des, comment dirais-je, par exemple, une sortie de Saïd Ali contre Yahya, des choses comme ça. Là, on comprend qu'il y a des répliques sismiques, quoi. Mais qui prend les décisions, comment c'est géré, quel est le rôle exact de Sellal en tant que Premier ministre et son gouvernement. Tout ça, c'est la caractéristique du régime algérien, c'est-à-dire des plus opaques. Ce que nous pouvons dire par contre, on sent qu'il y a un équilibre instable, que le régime, c'est connu, c'est depuis 62, après le coup d'État de post-indépendance, et il est basé quand même, c'est un régime militaire, c'est indéniable. Nous connaissons la succession des présidents, comment on a installé Dombela, qui a été renversé par Boumediene.
On attendait, à l'époque, au Bouteflika, c'est Chadli. Ensuite, après le coup d'État de 92, on a vu comment ils ont sorti, ils ont créé un vide juridique et comment ils ont géré la crise en ramenant pour rien. C'est pas rien. Donc, c'est pour dire les capacités et les ressources de ces gens-là, il ne faut pas les sous-estimer. Donc, et qui connaissait Zerouel avant qu'il soit intronisé. Et donc, alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est ce régime, il fait partie quand même comment dirais-je, d'un échiquier au niveau régional. Donc, vu, si vous voulez, la situation d'insécurité dans la région subsaharienne, et pratiquement aussi dans toute l'Afrique du Nord. Et à partir de là, ils ne sont pas seuls, attention. Et ils sont en relation avec des puissances qui leur font confiance. Vous avez vu comment ils sont reçus, comment on fait l'éloge d'un président. Mais justement, mais on vous dit qu'il y a de la qualité. Justement, Saïd Khalil, est-ce que Oui. vous pensez que la France est vraiment, comme on est en train de le dire, comme beaucoup d'observateurs sont en train de le constater, que la France est en train de tourner le dos au régime, qu'elle est peut-être en train de leur choisir d'autres pôles de décision? C'est pas sûr, c'est pas sûr. Je crois qu'il ne faut pas se fier comme ça. Donc, c'est-à-dire, eux, tant qu'ils ne tiennent pas, comment dirais-je, une monnaie d'échange, ils ne vont pas les lâcher, de mon point de vue. Hein. Ceci dit aussi, je crois que ce qu'on perd de vue aussi, que ce régime, là, il a quand même une base sociale. Il a une clientèle assez étendue. Et la seule fois où il a été déstabilisé, c'est en octobre 88, parce que, bon, la rente s'est effondrée. Et je crois que cette donne, elle est importante. S'il y a un facteur qui est déterminant dans l'évolution de notre pays, ça va être la donne financière, la donne économique. Combien de temps il tiendra, combien de temps ils vont tenir cette clientèle, cette base sociale. Et c'est à partir de là, je crois que, en tout cas, ça ne peut pas tenir indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de boucle d'amplification, il y a une espèce d'équation, c'est une impasse. C'est-à-dire, pour que le régime tienne, il faut que ça réforme. Pour qu'il se réforme, il faut qu'il chasse toute cette clientèle et qu'il faut qu'il se renouvelle. Et pour qu'il tienne, il faut qu'il garde sa clientèle. Vous voyez un petit peu dans quelle impasse on est, parce qu'on vous voyez, on vous dit, on va annoncer la nouvelle politique économique. Bon, pour qu'il y ait une nouvelle politique économique, il faut qu'il y ait plus de corruption, il faut qu'il y ait de l'initiative, il faut qu'il y ait un renouvellement des élites et tout ça. Or, ce régime, on est-il capable? Le problème, Mais justement, Saïd Khalil, avec cette base militante, du moins un soutien social assez conséquent, qui a été quasiment acheté à coups de milliards de dollars, oui. si ce fonds s'effrite, et dans ce cadre actuel d'affrontement au sein du clan, d'une guerre pour le moment larvée, si on peut dire, si jamais ce conflit s'aggrave, est-ce que vous pensez que ça pourrait aller vers des complications autrement plus graves? Particulièrement si le fond, si cette base dont vous parlez, cette base de soutien au régime, s'effrite, s'effondre, n'a plus rien à gagner avec ce régime. Oui. Est-ce que vous pensez que ça pourrait mal tourner? Il y a de la rente à distribuer. Le régime tiendra. Parce que sa base, elle est opportuniste. Tous les gens qui applaudissent Bouteflika, demain seront les premiers à lui jeter la pierre. Ça, on connaît le fonctionnement de l'opportunisme. Ouais. Mais pour le moment, je vous dis que ça a l'air de tenir. Combien de temps? On est un petit peu on rentre dans l'imprévisibilité. On rentre dans l'imprévisibilité. Pourquoi? Parce que tous les experts, je parle notamment sur le terrain économique, tous les experts vous disent que les réformes, même les instances internationales, FMI, Banque mondiale, tout ça, ils le disent, il faut réformer. Et là, on a vu, le baril s'est effondré de plus de 50%, aucune initiative. Qu'est-ce qu'il y a comme apport, est-ce qu'on a apporté des compétences nouvelles dans le gouvernement? Est-ce qu'on a changé de gouvernance? Non.
on continue, le déficit continue à se creuser, c'est la fuite en avant. L'Akhdar Brahimi a déclaré que l'Algérie était à l'abri de tout trouble du genre de celui que vous décrivez, que vous prévoyez. Or, nous savons très bien qu'à part le pétrole et le gaz, les ressources énergétiques, il n'y a pratiquement aucune autre ressource dans le pays, que les réserves de change sont en train de s'épuiser, qu'il n'y aura pas de possibilité de recourir à un emprunt massif pour maintenir un même niveau de consommation. Donc, très visiblement, très logiquement, ça devrait aller vers le clash. Mais rappelez-vous, en 88, avec ce qu'on disait aussi, que tout allait bien, et tout ça, et le problème, je vous dis, il y a cette incapacité, cette impossibilité de se remettre en cause, parce que trop d'intérêts, trop de lobbies, et qui sont là, ancrés depuis des décennies. C'est pas simple, au fait, hein, c'est pas simple. C'est-à-dire, même si demain, il y a un président démocratiquement élu, etc., qui devrait faire bouger les choses, ben, il aura du pain sur la planche, croyez-moi. Quand un Rabrab déclare publiquement qu'ils ne veulent pas me laisser passer parce que je ne suis pas de leur clan, parce que, bon, il a dit je suis kabyle, mais là, Haddad aussi est kabyle, ou Yahya est kabyle, Sedlal est kabyle. Oui, bon, quand il dit je ne suis pas de leur clan... Bon... Écoutez, de toute manière, quand même, cet épisode de Rabrab est très instructif. Oui. Voilà un homme d'affaires qui réussit à l'international et qui, qui dit être capable de créer 1 million d'emplois et tout ça, et à qui on ferme toutes les portes. Donc ce qui explique que le régime, s'il ne vous contrôle pas, si vous n'êtes pas docile, si vous n'êtes pas à sa merci, il ne lâchera pas. Parce que, bon, c'est aux yeux du monde, comme les Anglais qui viennent de passer et qui ont vu Rabroué du forum d'affaires algéro-britannique, ne comprennent pas. Donc, en définitive, une seule logique, effectivement, c'est la logique clanique. Vous êtes des leurs, vous n'êtes pas des leurs. Oui, mais Saïd Khalil, Rabrab, qu'on le veuille ou non, pour dire les choses par leur nom, Saïd Khalil, Rabrab, excusez-moi, Rabrab est né dans les plis du régime. Il a toujours fait partie du régime. Même s'il a été un peu périphérique, il a soutenu Benflis contre Bouteflika au cours du premier mandat, mais alors que le matin a été fermé, que Belchico a été mis en prison, lui, c'est à peine si son directeur, Farid Alilet, a été obligé de fuir en France quelques années, mais Rabrab n'a pas été touché, ni dans sa fortune, ni dans sa sécurité, ni dans sa liberté. Or, cette fois-ci, Rabrab n'est pas derrière un candidat qui est lui-même du régime. Cette fois-ci, Rabrab annonce la couleur. On dirait que nous assistons à l'émergence d'un nouveau pôle politico-financier qui n'est pas dans le régime et qui, au contraire, a réalisé un véritable acte d'hostilité en voulant acheter le groupe Al-Khabar. Est-ce que nous pouvons parler de quelque chose, de l'avènement, de quelque chose de nouveau, d'un tournant? Oui, sans aucun doute. Qu'on le veuille ou non, le groupe Civital est une puissance économique, c'est un pôle puissant, avec un potentiel fort, capable d'exporter. Donc ce potentiel-là demande à s'élargir, à se développer, et il est confronté à une machine de blocage, d'obstacles insurmontables, quoi. Donc, ceci dit, Rabrab a su s'adapter avec le régime. C'est indéniable, parce que vous ne pouvez pas faire des affaires si vous ne vous adaptez pas et tout ça, parce que, c'est un pays spécial, quoi. C'est pas... Et il faut rappeler que Saadani l'a menacé. Saadani l'a menacé publiquement. Il lui a dit, ou c'est l'argent, ou c'est la politique. Maintenant, si tu veux la politique, fais attention à ton argent. On va s'en charger. C'est une menace à peine voilée. On a lu ça, effectivement. On a lu ça. Donc,
c'est un épisode qui va nous renseigner sur l'évolution du pays. Restez avec nous, Saïd Khalil. Je retourne donc à Saïd Aknin. Saïd Aknin, selon vous, il y a une guerre des clans, à l'évidence. Il y a vraiment du clash à l'intérieur. Ça, c'est en train de grenouiller dans tous les sens. Mais on ne sait pas vraiment qui est contre qui. Certains parlent d'un Tawfiq qu'on croyait mort trop vite et qui est toujours là et autour duquel sont en train de se rallier un peu tous ceux qui ont été évincés, les anciens barons du régime, les anciens colonels, les généraux-majors qui ont été liquidés. D'autres disent non, 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 ce sont d'autres forces politico-financières qui ne craignent plus de revendiquer ouvertement leur droit à l'exercice politique. À votre avis? Saïd Aknin? Est-ce que Saïd Aknin est avec nous? Saïd Aknin, vous nous écoutez? Vous êtes avec nous? Nous allons essayer de remédier à ce petit problème. Karim Kabir, vous êtes avec nous? Karim Kabir? Est-ce que Karim Kabir est avec nous? Karim Kabir? Il me faut l'un des deux. Saïd Aknin, Karim Kabir. Allô, allô. Allô, Saïd Aknin est là. Ah, alhamdoulilah ya Rabbi. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, effectivement, vous avez dit si la mutation qui est en train de s'opérer, c'est qu'à un certain moment, tous les pouvoirs, à l'état absolu, étaient détenus par le service que certains appellent de renseignement, le DRS, moi je l'appelle d'espionnage, de propagande et d'ingénierie sociale. Maintenant, c'est en train de se muter vers une certaine autre forme, c'est l'oligarchie plutocratique mafieuse. Là, effectivement, il y a des frictions. Mais à dire cette polarisation est entre deux pôles bien identifiés, c'est un prématuré, deux prétentieux, trois manque d'informations à partir du moment qu'on n'est pas de l'intérieur. Et sachant qu'ils nous offrent à l'extérieur ce qu'ils souhaitent, justement, afin de construire l'opinion, de construire des vérités, parfois créer des diversions, à même de nous poser des questions avec cette amplification. Il me semble que nous avons perdu Saïd Aknin. Nous allons essayer de le rappeler, de le retrouver. Et je demande aussi au soutien technique de voir avec Saïd Khalil s'ils peuvent changer de numéro de téléphone, parce qu'on ne l'entendait pas très bien, même si c'était audible. Karim Kabir, vous êtes avec nous? Karim Kabir. Karim Kabir. Je crois qu'on l'a aussi perdu. Saïd Khalil, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui. Heureusement. Alors, Saïd Khalil, d'après vous, oui. Est-ce que tout ça, on dirait que c'est de la vraie improvisation? On dirait qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui soit vraiment pensé, réfléchi, avec une vision à long terme, des perspectives. On dirait que c'est vraiment à la godille, au jour le jour. Comment ça pourrait tourner à votre avis? Est-ce qu'il y a... Vous avez raison, parce qu'effectivement, on ne sent pas qu'il y ait une politique, disons, un feuille de route. On est, si vous voulez, effectivement, dans l'improvisation, parce que on sait au jour le jour, ça c'est indéniable, parce que, qu'on le veut ou non, ces situations-là, on les a vécues. On a vécu, donc si vous voulez, la passation, l'épisode de passation, la mort boumedienne, on a vécu même l'épisode de la démission de Chadili lorsqu'il a été démissionné. Ça a été géré. On sent quand même
je dirais même on sent du génie, quoi, du génie dans le sens comment dire, de comploter, de créer des situations qu'ils peuvent, comment dirais-je, contrôler. Mais là, effectivement, pour cette fois-ci, on sent qu'il y a un vide, quoi, un vide qui date d'enjeu, effectivement. Mais jusqu'à présent, on disait que le régime actuel, celui qui se cache derrière la façade Bouteflika, je précise bien la façade Bouteflika, on disait que ce régime-là obéissait à une feuille de route, justement, étrangère. Une feuille de route étrangère, bien pensée, bien conçue, qui savait vraiment ce qu'elle voulait. Or, en l'occurrence, on ne sent plus ça. On sent que c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Est-ce à dire que cette fameuse puissance qui aurait imposé un 4e mandat, qui aurait fait pression sur les uns et les autres pour rester droit sur la couture du pantalon, est-ce à dire qu'elle a vraiment changé d'orientation? Non, moi je crois que ce pays-là, tous ces pays du monde arabe, tous ces régimes, si vous voulez, autocratiques, verrouillés parmi tout ça, les puissances occidentales s'adaptent. Vous savez, ils ont leur plan A, B, C, et c'est comme ça, quoi. Demain, il y a comment dirais-je, un régime qui émerge démocratiquement, ils vont gérer avec lui. Bon, c'est peu probable. Demain, il y a un régime islamiste qui s'installe, qui applique la charia. Bon, je dis quoi, tout ça. Bon, ils vont s'adapter. Vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte. Donc, c'est pas directement, il me semble, de mon point de vue. Bon, ils sont influents, ils pèsent et tout ce que vous voulez, mais probablement c'est au niveau local, au niveau du régime, que la succession va s'opérer, etc. Ensuite, eux, ils essaient de peser avant. Et ensuite, après, ils s'adaptent. L'essentiel, c'est de sauvegarder leurs intérêts, de sauvegarder leur présence. Merci Saïd Khalil, merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On essaie de répartir le temps de façon équitable. Je reviens à Saïd Aknin. Je vous laisse poursuivre. Nous avions été coupés. Oui, c'est les aléas du direct. Hein, je vous écoute. En effet. Je ne vous le fais pas dire. Alors, je disais tout à l'heure, par rapport à cette polarisation, en disant que Medienne ou un autre pouvait éventuellement incarner un pôle à un autre. Absolument. On sait que, et à travers l'histoire, qu'ils essaient, à chaque fois qu'ils vont vers l'agonie, ils trouvent un rééquilibrage, ils trouvent des réajustements pour qu'ils puissent justement se maintenir et maintenir leur pouvoir et les réseaux de redistribution de la richesse. Tout à l'heure, j'entendais qu'il y a une improvisation. Moi, je ne crois pas que c'est une improvisation, mais je crois qu'ils sont tellement atteints à la limite qu'ils ne trouvent plus de nouvelles solutions, que les solutions qu'ils sont en train d'utiliser, c'est de recyclage. Et comme nous avons l'habitude d'assister à ce genre de spectacle, nous les connaissons. Par conséquent, c'est un phénomène vidé de sens, un phénomène connu dans sa totalité et vidé de sens. D'où justement cette peur et cette crainte que nous avons et que nous partageons tous à ce que le peuple, comme ils l'ont fait dans le passé, soit une victime expiatoire. Et justement, quelqu'un m'avait dit, il vaut mieux avoir un pouvoir injuste et fort qui a l'assurance qu'il peut rester fort sans recourir à la violence, qu'un pouvoir faible qui panique et qui pourrait verser dans des aventures tragiques, comme on en a déjà connu. Oui, bien sûr, on n'est pas à l'abri de ça. Et je pense qu'ils l'ont déjà utilisé. En 2001, ce qui s'est passé en région de Kabylie d'Algérie, ils ont essayé la stratégie du chaos local. Ce qui s'était passé à Nzab, c'était la stratégie du chaos local. Et ils essayent de rééquilibrer leurs différends par population interposée. Et ça, ce qui est à craindre maintenant, après tous ces chaos locaux, c'est d'arriver à un chaos global. Et le chaos global, ce sera la réaction des bêtes blessées, ou sinon, comme disait l'autre, au moment de l'agonie,
si on a déjà assisté à ça, c'est là qu'on s'accroche le plus à la vie et leur réaction sera la réaction d'une bête blessée. Ils vont s'attaquer à tout le monde et ils sont prêts. Ils sont prêts. Moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a même un des protagonistes qui a même assassiné sa femme. Ils sont prêts à assassiner le peuple. Ils sont prêts à vendre le pays. Ils sont prêts à... Mais ceux dont vous parlez, Saïd Aknin, ceux dont vous parlez, les autres, ceux qui ne sont pas dans le clan présidentiel, normalement, ils n'ont plus les moyens de leurs envies, de leurs objectifs. Ils sont à la retraite, ils ont été évacués à gauche et à droite, ils ont été recyclés. Normalement, ils ne sont plus en mesure de pouvoir nuire. Oui, mais vous savez comment que ça se passe. Hein. Les cercles de décision sont des cercles informels. Et ceux qui tirent les ficelles sont, dans la majorité des cas, ne sont pas simplement ceux que nous voyons, mais les autres, c'est des ventriloques. À dire qu'ils n'ont pas leur sbire, leur lien, leur connaissance dans les administrations, dans le pouvoir, ça serait de se mentir. C'est un système opaque. Jusque-là, on n'arrive pas à identifier l'épicentre du pouvoir. Et par conséquent, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à casser, y compris les ressorts, les derniers ressorts qui tiennent, ils sont prêts à sacrifier tout leur peuple rien que pour préserver leurs intérêts. Et dans cette situation, justement, c'est ça le point nodal de ce que le peuple, ou sinon ce que vous avez utilisé tout à l'heure comme concept, le collectif, l'être collectif. L'être collectif doit transcender ces situations et ne pas s'inscrire dans ces démarches claniques. L'être collectif doit s'émanciper et s'affranchir. L'être collectif ne doit pas céder à la tentation du ralliement du clan. L'être collectif doit avant tout défendre les intérêts des richesses populaires et non pas les intérêts des clans. L'être collectif aujourd'hui qui est omis, qui est opprimé, qui est oppressé, doit s'organiser en ouvrant des espaces de débat pacifiquement pour arracher ce pays, cette chère patrie, des mains de ces sanguinaires. Merci Saïd Aknin, merci, obligé de vous interrompre pour laisser Karim Kabir avoir sa part d'intervention. Karim Kabir, vous êtes avec nous maintenant. Oui, bien sûr. Alors, Karim Kabir, Saïd Aknin vient de prononcer un mot très important, très intéressant, d'épicentre. À votre avis, épicentre, un épicentre, oui. Il a parlé d'épicentre du pouvoir. Mais sinon, selon vous, quel est l'épicentre du clan adverse? Est-ce vraiment Toufik dont on parle, qui serait en train de renaître de ses cendres, qui serait en train de rallier autour de lui des forces et d'autres, ou est-ce quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Personnellement, je ne crois pas à un épicentre ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Il n'y a pas... parce que parler d'épicentre, ça veut dire identifier où se trouve le cœur même de la décision ou de la réflexion. Mais en fait, c'est tellement diffus, c'est tellement opaque quand nous ne connaissons pas comment se fait le processus de décision. On a eu à écouter des anciens responsables qui ont été à l'intérieur des régimes mais qui n'ont jamais pu saisir exactement au niveau dire comment ça fonctionne exactement le régime. Je pense notamment à un gars comme Abdelhamid Mahri qui a dit un jour que même le FLN n'a pas été au pouvoir. C'est pour vous dire que ce serait prétentieux de définir réellement la manière comment se prend la décision en Algérie. Après, vous me dites à l'extérieur c'est encore plus compliqué parce que il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de partis, il y a une élite, mais qui n'a pas encore réussi à fédérer ses forces, à se constituer comme une force comme une alternative à travers une vision bien définie. Oui, mais Toufik, Karim Kabir, Toufik, oui. Vous êtes journaliste, vous êtes à Alger, vous êtes très bien informé. Oui. À votre avis, Toufik est-il en train de reprendre la main? Est-ce qu'il existe encore sur le plan
de la pression politique? Est-ce qu'il représente encore quelque chose ou est-ce juste un ex-général mis à la retraite qui ne bouge plus une oreille? Écoutez, d'abord, juste une petite... Jamal, on n'est pas très bien informé justement parce que tout est lié à ce régime opaque. La deuxième des choses, je crois que si Toufir, ça ce sont des déductions, il avait suffisamment de moyens ou encore de pouvoir redoutable comme on le lui a prêté par le passé, je crois qu'il aurait pu faire quelque chose vis-à-vis de ses ex-collègues qui croupissent encore en prison. De là, est-ce qu'il est en train de manipuler à l'extérieur? C'est aussi lui prêter une grande capacité de mobilisation, alors qu'à mon avis, il traîne derrière lui une mauvaise image, du moins auprès de beaucoup de partis, beaucoup d'associations et beaucoup d'acteurs et d'élites. Oui, mais Karim Kabir, il ne faut pas oublier que ce monsieur, en plus de 2 décennies, était le patron du puissant DRS, la pieuvre, la maison de l'ogre, celui qui avait des renseignements sur tout le monde. Il n'y a pas une personne qui a volé de l'argent qui n'ait pas un dossier chez lui. Il n'y a pas une personne qui ait commis des meurtres massifs qui n'ait pas un dossier chez lui. Cet homme est une véritable bombe atomique pour tout le monde. Et tout le monde le sait. Et il est une bombe atomique, y compris pour certaines forces étrangères qui ont permis au massacre, au carnage, de se commettre à huis clos. Donc, il ne faut pas, je crois, le mésestimer. Et le sous-estimer, surtout. Concernant ce personnage que vous évoquez, je m'en tiens à ce qui s'est dit, à ce qui s'est écrit autour de lui par les gens qui l'ont connu, les gens qui l'ont côtoyé. Mais de là, je vous dis aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, si on lui prête encore beaucoup... Possible qu'il ait encore des capacités de nuisance parce qu'on ne peut pas, comme vous l'avez si bien dit, régner sur un organe comme les services de renseignement pendant 25 ans et du jour au lendemain on se retrouve complètement isolé. Je ne pense pas, certainement il dispose encore, il a cette capacité de nuisance, mais je ne pense pas aussi qu'il a la même capacité, de la même force. On en reparlera, Karim Kabir. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Malheureusement, je vous remercie, Karim Kabir, comme je remercie Saïd Aknin et Saïd Khalil. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bravo à la khair, bislama.